Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons découvrir un conte du Danemark qui s'appelle Prodige, où l'on voit une princesse victime de sa belle-mère, ensorcelée par un fromage et abandonnée dans la forêt. Où l'on voit aussi que la méchanceté, comme une pierre jetée en l'air, retombe toujours sur la tête de ceux qui l'ont lancée avec une force décuplée. Les rois sont des flambeaux. En tête du cortège de leurs sujets, ils éclairent le chemin et subissent, les premiers, les caprices du destin. Leur peuple, qui les suivent, les voit se réjouir ou souffrir. Lorsque vient leur tour de subir, ils comprennent que les joies de leur vie ou leurs chagrins sont leur part à la table d'un festin commun. Ainsi du roi de cette histoire. Il était veuf, avec une fille, sa petite princesse chérie. Il rencontra un jour une reine, veuve comme lui, avec sa fille, princesse aussi. L'amour les poussa à recoller les deux moitiés brisées de leur famille pour reformer une unité. Aïe, c'est là que le bas blesse. Les moitiés s'accordaient mal et les différences sautaient aux yeux, chez les enfants principalement. La fille du roi était une fleur épanouie, celle de la reine, un bouton rabougri. La première était franche, gaie, espiègle. La seconde, rusée, calculatrice, surnoise. L'une donnait envie de sourire, l'autre de grimacer. Et comme l'humeur des parents dépend souvent de la réussite des enfants, la reine jalousa sa belle-fille et la détesta, au point de décider un jour de s'en débarrasser. Toutefois, elle était habile, et elle chercha comment le roi son mari pourrait prendre la décision à sa place. Elle se rendit chez une vieille qui vivait seule, à l'écart de la cité. Cette femme était savante, connaissait le pouvoir secret des choses, fabriquait des filtres, des onguents, des potions. Elle savait que l'équilibre entre santé et maladie est instable et que passer du bien au mal n'était souvent qu'une question de dosage. Après avoir écouté la reine, contre un bon salaire, elle accepta de franchir la frontière. « Dans une semaine, promit-elle, je vous aurai préparé une arme redoutable. » La reine s'en alla, puis revint le délai écoulé. Un paquet l'attendait, enveloppé dans des feuilles fraîches de choux. « C'est un fromage caillé, Majesté, dit-elle en le démaillotant. Je l'ai confectionné avec le lait des femelles de la forêt, lait d'ours, de biche, de renarde, de lait, de louve, de hase, de musaraigne. Faites-le consommer à la princesse, tranche par tranche, chaque matin à jeun. Il produira un effet surprenant et vous serez débarrassé de vos tourments. » La reine suivit les prescriptions de la savante à la lettre et changea de comportement. Elle était brusque avec la princesse, toujours impatiente. Elle devint aimable, prévenante, et elle prit l'habitude de la réveiller le matin aux petits soins. « Oh, reste couchée, ma chérie, ne te fatigue pas. » Et elle lui offrait une tranche de fromage au lait caillé avant son petit déjeuner. « C'est excellent pour le teint lorsqu'on le mange à jeun, tu m'en diras des nouvelles. » La princesse obéissait, polie, mais lorsque le fromage fut consommé, la reine se désintéressa d'elle. « Retour à la normale, ma belle. » L'effet ne tarda pas. Quelques jours après, le visage de la princesse se parchema de taches sombres. Puis, elle ressentit des nausées, souvent au cours de la journée, mais aussi le matin, au lever. Elle grossissait, et surtout, une voix parlait en elle, dialoguait avec son cœur en cadence. Une impression étrange. Il lui semblait être deux.
La reine reconnut ces indices la première. L'arme était redoutable, en effet. Elle s'empressa d'annoncer la nouvelle à son mari. « Ta succession est assurée, mon chéri. Ta fille attend un héritier. »« Quoi ?» s'exclama le roi. « Elle est enceinte ? Mais de qui ? Elle est sans mari, sans amant. N'empêche qu'elle attend un enfant. » Sans barguigner, le roi la fit examiner par ses docteurs. « Aucun doute, Majesté, » affirmèrent-ils, catégoriques, en chœur. Le roi était furieux. Cette grossesse, c'était une tromperie, une trahison. Et pendant plusieurs jours, le monarque harcela sa fille de questions. Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Et devant ces silences et son embarras, il insistait, posant les mêmes questions, mais dans un ordre différent. « Je ne sais pas, père, » pleurait la princesse. « Je suis innocente. » « Tous les coupables crient leur innocence, » persifla la reine. « C'est la preuve. » En tête à tête, elle relançait le roi. « Elle te compromet. Tu devrais la châtier sévèrement. » L'idée fit son chemin, et le roi décida enfin, mais à regret. Elle doit mourir. Il confia cette mission à l'un de ses fidèles. « Emmène-la, perds-la dans la forêt, tue-la, puis rapporte-moi une mèche de ses cheveux et sa langue pour que son cadavre ne parle pas. » Le jour même, muni de provisions, le serviteur emmena la princesse. « Où allons-nous » demanda la fille qui redoutait un mauvais coup. « Si le maître ne vous a rien dit, demoiselle, ce n'est pas au valet de bavarder comme une donzelle. » Il lui parlait avec rudesse, accumulé de la colère pour être capable d'accomplir sa sale besogne. Mais à mesure qu'il cheminait, la compagnie si agréable de la jeune fille lui fit mesurer sa bassesse. Son futur crime, malgré la volonté du roi, lui parut épouvantable. « Peut-on désobéir quand un ordre est injuste ?» songeait-il. La princesse sentait son trouble. Alors qu'il croisait un berger et ses moutons, elle joua son va-tout. « Si tu dois massacrer un innocent, achète un agneau, tue-le à ma place et préserve ton salut. » Le serviteur ne se fit pas prier. Il négocia le prix d'un agneau, l'immola en secret, préleva sa langue, coupa une mèche de la princesse avec respect et lui dit avant de la quitter. « Prenez les provisions, je ne veux rien garder. Allez, trouvez refuge en la forêt profonde et puisse la Providence vous protéger. Adieu. » Il regagna le château de son maître et lui remit les preuves demandées. Ainsi, le scandale était évité, le roi était satisfait et la reine triomphait. Une fois seule, la princesse marcha en suivant un sentier. Mais bientôt, elle s'arrêta, immobilisée par les fourrés. La forêt, qui voulait la garder, se referma sur elle. Désemparée, elle fondit en larmes et tomba à genoux. Pour ne rien arranger, le soir descendait, ajoutait l'obscurité du bois au noir de ses pensées. Des bêtes l'avaient sûrement repérée, se passaient le mot sous le couvert de la végétation. Une proie s'offrait, facile à dévorer. « Qu'elle vienne vite et qu'on en finisse, je n'opposerai aucune résistance. » Brisée par le chagrin, elle s'endormit sur ses pensées. Pourtant, le lendemain, elle se réveilla vivante et soulagée. Le soleil lançait ses flèches à travers les feuillages, et la forêt, lugubre la veille, était devenue accueillante, bercée par les oiseaux musiciens. Un jour nouveau semblait s'être levé. Par quel miracle ? La princesse considérait sa situation avec sérénité. Elle se sentait légère, soulagée d'un fardeau, et décida de sortir de la forêt. Mais elle n'avait pas fait 3 pas qu'une voix derrière elle l'arrêta. Une voix rugueuse et hésitante, comme si un arbre parlait.
Abandonnez pas moi, maman. Elle se retourna, saisie par un frisson, et découvrit un être étrange qui la suppliait. Abandonnez pas moi, maman, répétait-il en ponctuant ses mots de gloussements plaintifs. Il ressemblait à un humain, se tenait debout comme un humain, écorchait le langage à la manière d'un humain débutant. Mais il était sauvage, comme enfanté par la forêt, et son physique rappelait l'animal. Son nez était allongé comme un museau de loup, ses mains griffues, ses bras longs, pareils aux pattes puissantes de l'ours. Ses jambes, frêles, lui donnaient le port de la biche. Ses yeux vifs tenaient de la musaraigne, et sa chevelure rose et drue faisait penser à la toison d'un renard. « Maman ?» s'étonna la princesse. « C'est moi que tu appelles maman ?»« Portez-la moi, maman » désigne-t-il en désignant son ventre. Ce qu'elle comprit l'effraya. Sa légèreté, le fardeau de son corps soudain disparu, c'était cet être-là. L'avait porté en elle, son enfant. Et les présences qu'elle avait senties lors de la nuit tombaient, les femelles de la forêt qui venaient l'aider à accoucher. Comment était-ce possible ? « Mangez caillé, maman, » répondit l'enfant qui comprenait le trouble de sa mère. Elle s'approcha de lui, incrédule. Elle était tombée enceinte d'un fromage. « Cela tient du prodige, » murmura-t-elle en le dévisageant. L'enfant rit aux éclats. Le mot lui plaisait. « Prodige !» reprit-il en se frappant la poitrine. « Prodige !» Elle le prit dans ses bras. « Prodige, mon petit, je t'aime, quel que tu sois. » Les jours passèrent. La mère et l'enfant ne se quittaient pas. Elle lui apprenait le langage des hommes. Lui, celui de la forêt, des arbres, des animaux, des pierres. Chaque soir, il dressait une hutte de branchages et il s'endormait sur un matelas d'herbes et de fleurs, en regardant glisser la lune à travers les feuillages. Un matin, il s'en alla. « Prodige, construire maison !» Le château se trouvait non loin de là, il le savait. Il s'y rendit et réclama des planches et des outils. « Une maison pour ta mère !» s'exclafèrent les valets. « Mais si elle te ressemble, une tanière lui conviendrait mieux. » Prodige, blessé par leur moquerie, se fâcha. « Prodige !» gronda-t-il en brandissant sa main droite. « Mama !» en brandissant la main gauche. Puis, il les réunit en les serrant fortement. « Prodige ! Mama ! La vie !» La colère l'empêchait d'utiliser les phrases toutes neuves que sa mère lui avait apprises, et les valets, impressionnés par sa force sauvage, essayèrent de l'amadouer. Ils lui apportèrent des outils usagés et du bois jeté au rebut. Prodige pulvérisa ce vieux bois et leur jeta les outils à la figure. « Belle planche, bonne scie !»« D'accord, d'accord, on a compris », consentirent les valets, épouvantés. Ils lui proposèrent alors leur propre matériel, haches, serpes, scie, dauloirs, ciseaux, bédanes, tarières, tout ce qu'il fallait pour abattre des arbres, débiter des planches, façonner des ajustages. Chacun fut soulagé de le voir s'éloigner. Sa construction l'occupa quelque temps, et lorsqu'il eut terminé, il revint à la charge. Après le gîte de sa mère, il se préoccupait maintenant de son couvert et il se rendit aux cuisines. « À manger pour ta mère ?» ironisa le cuisinier. « Mais si elle te ressemble, la gamelle des chiens la satisfera bien. » Et il demanda qu'on lui remplisse un baquet des reliefs qu'on ramassait sous les tables. Prodige, humilié, s'assombrit. Il balaya la table des légumes qui venaient d'être lavés, renversa les saucières, jeta dans les braises le rôti qui dorait sur sa broche et à la fin, comme la première fois, brandit ses mains. « Prodige, mama, reine et roi,
vrai manger. D'accord, d'accord, j'ai compris, s'excusa le cuisinier terrorisé. Il lui prépara des morceaux de choix qu'il disposa dans des plats de porcelaine comme il aurait fait pour son maître le roi. Mais il n'était pas au bout de ses peines, car le lendemain, Prodige revint au fourneau présenter ses plats vides pour qu'on les remplisse à nouveau, et le surlendemain, et chaque fois qu'il avait faim. À force de le voir aller et venir, les domestiques s'habituèrent à sa présence. Ils ne le craignaient plus et discutaient souvent avec lui, car il parlait de mieux en mieux. Un mystère les tenait en haleine qu'ils auraient bien voulu percer. Sa mère, à quoi ressemblait-elle pour avoir enfanté un tel phénomène? Mais, dès que Prodige flairait leur curiosité, il redevenait sauvage et les intimidait dans son ancien langage. « Prodige, Mama, la vie !» Un jour, il réclama pour elle des travaux de couture. « Mama, expliqua-t-il, refuse les aumônes et veut payer sa nourriture. » Mais on ne savait rien des qualités de la couturière et, par précaution, on proposa au fils d'y livrer dépenaillées des guenilles mangées par les mites. Prodige fit tonner sa voix de forêt. « Prodige, Mama, reine et roi !»« D'accord, d'accord, c'est compris. » Et on lui proposa des chemises de lin, des robes et des pourpoints. Le travail exécuté, quand Prodige le rapporta, laissa tout le monde pantois. On n'avait jamais vu de points si fins, si serrés, si réguliers. Dans cette famille, les prodiges semblaient courants et la mère, en effet, ressemblait bien à l'enfant. Dorénavant, on ne lui confia plus que les travaux les plus délicats, les étoffes les plus fines, les vêtements les plus somptueux. Et toujours, l'inconnu des bois s'acquittait de sa tâche avec maestria. « Non, non, répondait Prodige quand on parlait de rémunération. Nourriture contre couture, cela suffit. » Le roi s'intéressa à lui et lui proposa un jour de l'engager. « Bouffon, ça te dit ?» Il avait le physique de l'emploi, sans parler du secret dont il entourait sa vie, du mystère de ses origines. « Vraiment, tu ferais un fou accompli. » Prodige accepta, et le roi, qui devait partir en voyage chez un autre roi son voisin, demander sa fille en mariage, lui proposa de l'emmener dans ses bagages. « À condition qu'en mon absence, ma mère ne manque de rien, » objecta le bouffon. « Ne t'inquiète pas, chaque jour un serviteur lui portera ses repas. »« Pas question. Avant mon départ, je veux emmagasiner chez elle des provisions, sans quoi ne comptez pas sur moi. » Prodige bluffait. Il voulait absolument accompagner le roi pour empêcher ce mariage qui contrariait ses projets. D'un autre côté, il tenait à protéger sa mère des indiscrets. Mais il joua si serré que le roi fit ses 4 volontés. « Accordé, décida-t-il. Occupe-toi des réserves pendant que je prépare mon départ. » Tout fut réglé en une petite journée, et, le lendemain, le roi et son escorte se mirent en chemin. Prodige n'avait pas de monture, encore moins de strapontin dans le carrosse. Il préférait courir sur la route, rouler sa bosse comme un chien, amusant la galerie avec grimaces et pitreries. Au château du roi voisin, il fit sensation. Il éblouit la cour et se débrouilla si bien, improvisant 1000 tours, qu'on le laissa aller, venir, sans se méfier de lui. Cette familiarité était indispensable à son plan. Pendant le repas de fiançailles, il n'était pas à la table des invités, mais par terre. Il dévorait les morceaux qu'on lui jetait, jouant de son faciès de bête, ou accompagnait les laquais dans leur navette entre la salle à manger et les cuisines. C'est ainsi qu'il vola des plats d'or, des cornes à boire serties de pierreries et des couverts en argent pour les dissimuler dans les malles de son maître.
Les fiançailles terminées, les conditions du mariage convenues, le roi prit congé de son futur beau-père, embrassa sa dulcinée, rassembla son escorte et repartit vers son royaume. Mais la troupe n'avait pas couvert sa première lieue qu'elle fut arrêtée par un bruit de chevauchée et des cris d'écorchés. « Au voleur, arrêtez !» Le roi fit stopper son carrosse, passa la tête par la portière. « Puis-je vous aider à capturer votre voleur ?»« Avec plaisir, Majesté, c'est vous. »« Comment ?» s'indigna le roi. « Moi, voleur, vous osez ?»« Oui, de vaisselle, et pas n'importe laquelle, la plus belle. »« Fouillez mes bagages !» s'écria le roi, sûr de son bon droit, « et pendez-moi si vous dites vrai. » C'était un peu trop s'avancer. On trouva, évidemment, ce qu'on cherchait, et comme le malfaiteur avait lui-même prononcé sa condamnation, son futur beau-père, qui ne l'était plus, décida qu'on le pende sans perdre de temps avec un procès. Le fiancé, sur le chemin du gibet, se tourna vers son bouffon. « Prodige, sors-moi de là. »« Tout ce que vous voulez, Majesté, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Que vous épousiez ma mère. »« Ta mère ? Mais je ne l'ai jamais vue, si je savais au moins à quoi elle ressemble. »« Prodige, Mama, la vie !» répondit le bouffon en se moquant de lui. « Maudit !» Au pied de la potence, le condamné revint à la charge. « Prodige, sors-moi de là. »« Oui, mais en échange, vous savez quoi ? » Le roi n'était pas encore mûr. Lorsqu'on lui passa la corde au cou, il céda. « Bon, c'est juré, j'épouserai ta mère, prodige, mais dépêche-toi. »« Oui, Majesté, je vous sors de là. » Prodige sauta sur l'échafaud, poussa son cri d'abîme, fit valser le bourreau, repoussa les gardes en commettant quelque crime, délivra son roi et l'enleva, décourageant ses poursuivants qui restèrent cois. Les colères de Prodige décuplaient sa force et sa laideur. Elles lui donnaient des airs de troll à faire peur. Une fois rentré, Prodige s'empressa de retrouver sa mère et la vie reprit, comme si rien ne s'était passé. Rien de rien. Les fiançailles chez le voisin, oubliées en chemin. La condamnation, la pendaison, un rêve, une illusion. La promesse de mariage, affirmée sous serment, les promesses sont des nuages balayés par le vent. Prodige se chargea de rafraîchir la mémoire de son maître. « Mais ta mère, au moins, présente-la-moi, que je me fasse une idée, » tergiversa le roi. Prodige brandit sa main droite et le roi l'arrêta. « Oui, oui, je sais, maugréa-t-il. Prodige, Mama, la vie. Impossible de tirer quoi que ce soit de cette maudite tête de bois. » À la fin, Prodige perdit patience et menaça de déchaîner ses ouragans. « Bon, c'est entendu, je la marie, » consentit le roi. « Mais vite fait, bien fait, hein, qu'on n'en parle plus. » Prodige se rapprochait du but. Pour ce qui concernait sa mère, Prodige prit la direction des opérations. Il choisit le modèle de la robe, le tissu. Soie, mousseline, dentelle, organdie. La couturière avait la taille de sa mère. Elle servirait de mannequin. Cela éviterait les essayages dans la forêt. Mais le matin des noces, un carrosse viendrait la chercher pour l'emmener auprès de la fiancée afin de la vêtir et la parer. Dieu sait la monstruosité de la mère quand on connaît celle du garçon, songeait la petite main. Sans compter la forêt. Elle frémissait d'avance. Mais avait-elle la liberté de refuser ? Son client la terrorisait avec sa tête d'animal, mais payait grassement avec des plats d'or, des cornes à boire serties de pierreries et des couverts en argent. Si Prodige menait ses affaires tambour battant, le roi, de son côté, se montrait peu entreprenant. Alors, Prodige accéléra le mouvement. « Je conduirai moi-même ma mère à l'église,
dans votre beau carrosse doré. Vous irez à pied et nous y attendrez. » Les choses se déroulèrent comme elles avaient été réglées. C'est la couturière qui découvrit la vérité la première. Elle approchait de la maison comme si elle marchait au supplice, mais à peine à l'intérieur, elle poussa un cri d'admiration. La mariée était l'image de la beauté, de la douceur. La mère de la bête était rien moins qu'une reine, une métamorphose du bonheur. Elle éblouissait, emplissait de joie qui l'approchait, et la couturière, en l'habillant, se mit à rire, à chantonner le cœur léger, comme si elle retrouvait une amie perdue de vue. Elle serait restée des jours à ses côtés, si elle avait pu. Quand sa mère chérie fut prête, le fils la conduisit, comme promis. Le roi, tête basse, attendait dans l'église. La porte s'ouvrit derrière lui. Il n'osa pas se retourner. La robe, couverte d'or, tintait, et lui, croyant entendre des cliquetis de fer, les maillons d'une chaîne. « C'est une bête féroce, il la tient en laisse. Elle va me dévorer à peine mariée, faire main basse sur mon royaume. » Quand elle fut près de lui, Prodige releva le voile qui dissimulait le visage de sa mère, comme s'il découvrait un chef-d'œuvre unique. Un fleuve de lumière inonda l'église et éblouit le roi qui n'en revenait pas. Instant magique. La fiancée souriait, le fiancé bégayait. « Mais je n'ai rien préparé, juste une petite cérémonie bâclée, pas même de banquet. Vite, pasteur, marie-nous, et dans une semaine, faisons la noce. Prodige, prends les choses en main. » Prodige n'en attendait pas moins. Il s'occupa du festin, engagea une armée de marmitons et de laquais, dressa le plan de table, organisa les festivités, lança les invitations à travers le royaume et chez les souverains voisins, veillant que tous soient bien reçus et logés confortablement. C'est ainsi que le père de la mariée fut convié, sans se douter qu'il assisterait au mariage de sa petite princesse. Il vint donc, accompagné de sa seconde femme et de sa belle-fille. « Quand il sera attablé, expliqua Prodige à son maître, je lui retirerai les morceaux de la bouche pour les manger sous son nez. Les convives riront aux éclats et il n'appréciera pas. N'importe, je recommencerai 3 fois. Alors, vexé d'être tourné en ridicule, il voudra me réduire en chair à pâté. À cet instant, interposez-vous. Protestez que c'est au maître de punir le valet et tirez votre épée. Coupez-moi la tête, sans pitié, puis ramassez-la et remplacez-la en invoquant le nom du grand être des cieux. »« Et après ?» demanda le roi. « Et après la pluie, le beau temps, » plaisanta Prodige en le quittant. Vint le jour de la fête, la foule, les rires, les chants, la joie. Vint l'instant du repas et chacun s'attabla. Le bouffon qui, jusque-là, avait multiplié épitreries et colibets, mangeait par terre et dévorait ce qu'on lui lançait, en imitant un fauve en cage. Soudain, après qu'on eut servi le saumon, il se leva, s'approcha du père de la mariée, en se balançant comme un ours, pêcha le poisson qui était dans son assiette et l'enfourna dans sa bouche. « Ours aime saumon !» marmonna-t-il en mâchant goulûment. Le roi crut à une facétie de bouffon, mais n'apprécia guère d'en être la cible devant tant de témoins. Prodige retourna se vautrer par terre et revint à la charge au moment du faisan, puis au rôti de sanglier. Chaque fois qu'il se levait, tout le monde s'arrêtait de manger et le silence tombait. Puis des rires, des cris, des railleries saluaient l'air furieux de la tête de Turc. « Ça suffit à la fin !» hurla le père de la princesse en voyant disparaître sa part de sanglier. « Trop, c'est trop !» Le marié s'interposa. « Permettez, vous êtes mon invité, c'est à moi de trancher, » dit-il en dégainant son épée. Clameur parmi les invités. Le jeune roi s'approcha de son bouffon et, d'un moulinet étourdissant,
lui décolla la tête. Puis, se précipitant, la ramassa et la reposa sur le corps, toujours debout, qui attendait patiemment. « Au nom de notre Père des cieux, dit le monarque, je te remets la tête à l'endroit et les idées en place. Maintenant, fais de ton mieux. » Stupeur. Le bouffon, à faciès animale, s'était changé en jeune homme élégant. « J'avais été ensorcelé, expliqua-t-il simplement, et vous m'avez délivré, Majesté. »« Il faut punir les sorciers, » s'exclama le père de la mariée, révolté. Pour eux, un tonneau hérissé de piques à l'intérieur et adieu. « Vous ne croyez pas si bien dire, » lui répondit Prodige, « et ma mère, sans doute, partage votre avis. Comme moi, en effet, elle a été victime d'un sortilège, le même, jeté par une malfaisante. Son nom. Vous la connaissez, Majesté. Son nom. Elle est à vos côtés. Qui? Elle? Ma femme? Oui, Majesté. Elle a ensorcelé ma mère, qui est aussi votre fille. Ma fille? Tumulte des auditeurs. Tollé. Émotion de la coupable. Terreur. Prodige ramena le silence en racontant sa version, la seule véritable. Ainsi, le rôle de chacun fut-il connu de tous. On se saisit de la méchante, séance tenante, et puisque sa punition avait été formulée, on l'enferma dans un tonneau pour lui régler son compte. Quant à sa fille, seule, sans appui, on la chassa de la cérémonie. Après quoi, la noce reprit. La joie avait cédé la place à l'émoi. Le père de la mariée était très abattu. Il ne se pardonnait pas de s'être laissé manipuler. « Je n'ai rien vu, » répéta-t-il, sans se chercher d'excuses. « On ne tue pas sa fille, surtout quand elle est enceinte d'un fromage au lait de femelle de la forêt. On l'aime, on l'entoure, on la choit, on apaise le sauvage, on le civilise. Voilà la véritable tâche d'un roi. » Beau programme de gouvernement, mais il avait failli et il ne pouvait plus l'appliquer décemment. Il choisit donc de se retirer des affaires et confia son royaume à son prodige de petit-fils. Puis, veuf pour la seconde fois, et libre de ses mouvements, il décida de vivre ici, de vivre là, parfois chez ses enfants, mais toujours au gré du vent. Il était un vieil homme désormais. Il s'était beaucoup trompé, mais comme il avait pris soin de réparer ce qu'il avait cassé, en définitive, il avait bien accompli son temps. Il s'en irait, le cœur en paix. Et c'est ainsi que s'achève le conte danois, le prodige. C'était la fée du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau conte. À très bientôt.